5 heures du matin, 27 mars 2003. Dans une ferme de Bradford, 2 coups de feu retentissent. À 9 heures, un garçon de 4 ans arrive seul à la maternelle, sans comprendre ce qu'il vient de vivre. Et les inspecteurs commencent à démêler une affaire qui les mènera au suspect le plus inattendu. Il arrive que des crimes soient si méticuleusement planifiés qu'on a l'impression que le coupable a vraiment réussi à tromper la justice. Mais la persévérance et l'attention aux détails l'emportent souvent sur la préparation la plus sophistiquée. Jack et Linda Myers possédaient une ferme dans la paisible ville américaine de Bradford, dans l'État de l'Ohio. La population y est d'environ 2000 habitants. Ils avaient emménagé ensemble 10 ans plus tôt et s'étaient mariés 3 ans après. Ils disposaient d'une maison spacieuse et de 40 acres de terrain. Le terrain s'étendait jusqu'à l'horizon. Des champs, un petit bois à la lisière éloignée, une vieille grange près du chemin d'accès. Linda avait une fille nommée Amber. Encore adolescente, celle-ci était tombée enceinte et avait donné naissance à un garçon, Damon. Jack et Linda n'ont pas fait de drame de cette situation délicate. Au contraire, ils ont soutenu Amber sans réserve. Le bébé est né fin 1998. Le couple a immédiatement pris en charge la majeure partie des soins de leur petit-fils, lui a fourni tout le nécessaire, puis l'a de fait élevé comme son propre fils. La chambre d'enfant a été aménagée au premier étage, près d'une fenêtre donnant sur le verger de pommiers. Il était fondamental pour eux qu'Amber puisse faire des études et se construire une vie indépendante. Jack et Linda étaient respectés de leur entourage, et ce pour de nombreuses raisons. Tout ce qu'ils entreprenaient réussissait. Leurs proches se souvenaient d'eux comme de personnes incroyablement joyeuses et actives. Ils vivaient leur vie pleinement. Cela leur donnait la force non seulement d'être un pilier pour leur famille, mais aussi de gérer leurs affaires avec succès. Le couple tenait une petite pizzeria au centre-ville, un établissement au coin de Main Street, avec une enseigne rouge et 6 tables à l'intérieur. Ils achetaient et restauraient des voitures. Il y avait toujours 2 ou 3 véhicules à vendre devant la maison. De plus, Jack possédait des biens immobiliers et des voitures qu'il louait. En 2003, le couple avait passé la cinquantaine et leur situation semblait plus que stable. Amber avait grandi, s'était mariée, bien qu'elle soit encore à l'université. Elle était financièrement indépendante et vivait avec son mari dans leur propre maison. La jeune mère pouvait enfin subvenir elle-même aux besoins de son fils. Il était donc prévu que Damon emménage définitivement chez elle pendant l'été. Cependant, le lien avec ses grands-parents n'était pas rompu. Amber et son mari vivaient à seulement une demi-heure de route de la ferme. Damon retournait chez sa grand-mère chaque week-end et aidait son grand-père à nourrir les poules. La famille était prospère. Mais le matin du 27 mars 2003, tout a basculé. À 9h15, un répartiteur des services d'urgence a reçu un appel étrange. C'était une éducatrice de la maternelle locale. Sa voix tremblait. Très agitée, elle a signalé qu'un enfant était arrivé chez eux, seul et couvert de sang. Le garçon de 4 ans s'appelait Damon. Il vivait à environ 1 kilomètre de la maternelle, à la ferme de ses grands-parents. L'éducatrice ne comprenait pas ce qui se passait. L'enfant est couvert de sang, mais n'est pas blessé lui-même. Il répétait que sa grand-mère et son grand-père avaient fondu et qu'il était impossible de les joindre. La femme a marqué une pause, puis a ajouté plus bas « Le garçon a peur ». Sur la base de ces informations, le répartiteur a envoyé une patrouille à la maternelle et à la ferme des Myers. L'un des agents s'est rendu à l'établissement préscolaire. Il a trouvé un enfant dont les vêtements étaient littéralement maculés de taches de sang brun foncé déjà séchées. Les éducatrices avaient déjà réussi à nettoyer sa peau, ses mains et son visage. Un examen attentif a révélé que le garçon n'était effectivement pas blessé physiquement. Il continuait de répéter que ses grands-parents avaient fondu chez lui. L'agent s'est accroupi, tentant d'établir un contact visuel.
Damon regardait dans le vide, serrant une petite voiture dans sa main. Pendant ce temps, d'autres agents sont arrivés au ranch. La voiture s'est arrêtée à l'entrée, le gravier a crissé bruyamment sous les pneus dans le silence matinal. On a tout de suite remarqué que la porte d'entrée était grande ouverte. Le vent s'engouffrait dans le hall, faisant onduler un rideau. Les policiers sont entrés, armes au poing, appelant les propriétaires à voix haute. Silence. Seul le grincement d'une latte de plancher se fit entendre quelque part. Ils ont traversé le salon. Sur la table basse, une tasse de café à moitié bue, puis se sont dirigés vers la chambre du couple. Là, sur le lit, gisaient Jack et Linda, sans vie. Les corps étaient couverts de sang, les draps en étaient imprégnés, des taches sombres s'étalant jusqu'au bord du matelas. Du sang coulait de la bouche et du nez de Jack. On a découvert une blessure par balle à l'arrière de sa tête, un orifice d'entrée net, celui de sortie étant à peine visible en raison de sa position. La quantité de sang ne laissait aucun doute. Il était impossible de les aider. Jack en avait perdu beaucoup trop. Les deux corps étaient froids. L'un des agents a touché le poignet de Linda. Pas de pouls, une peau cireuse. Les policiers ont compris. Les victimes étaient mortes depuis longtemps. Le médecin légiste a plus tard établi l'heure du décès, vers 5 heures du matin. Plus de 4 heures s'étaient écoulées entre les tirs et l'arrivée de la patrouille. Les agents ont poursuivi l'inspection, vérifiant chaque pièce. Ils se déplaçaient lentement, l'arme prête. Dans la salle de bain, un robinet mal fermé laissait l'eau goûter à un rythme régulier. Dans la cuisine, une poêle sale dans l'évier, une casserole vide sur la cuisinière. Il s'est avéré qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. C'était devenu évident. Le tireur dangereux qui avait abattu le couple était en liberté. À en juger par la position des corps, l'attaque avait eu lieu pendant leur sommeil. Tous deux avaient été abattus à bout portant, l'un après l'autre. Jack, 51 ans, n'avait même pas eu le temps de bouger. Il était allongé sur le dos, le bras droit derrière la tête, une position de relaxation totale. Il a probablement été tué en premier. Linda, 55 ans, a apparemment entendu le bruit, a peut-être tenté de se lever. Son corps était tourné vers le bord du lit, un pied touchant presque le sol. Mais elle a aussi reçu instantanément une balle dans la tête. Étrangement, le bruit des 2 coups de feu n'a pas réveillé l'enfant, bien que ce soit précisément ce qui lui a sauvé la vie. Ou alors, le garçon s'est réveillé, mais n'a pas compris que c'était des tirs. La chambre de l'enfant se trouvait de l'autre côté du couloir. La porte était entr'ouverte. Après avoir parlé avec Damon, le garçon a été placé sous protection judiciaire. Son emplacement était tenu secret, même pour sa famille, ce qui a été une source de stress supplémentaire pour l'enfant et sa mère. Les enquêteurs devaient s'entretenir en détail avec le garçon. Beaucoup de choses devaient être éclaircies, mais l'essentiel était d'assurer sa protection contre le criminel, dont le mobile restait flou et qui pouvait revenir. On considérait que l'enfant était le seul témoin capable de fournir des informations précieuses. L'un des inspecteurs s'est rendu chez Amber pour lui annoncer la tragique nouvelle. Elle a ouvert la porte sans encore comprendre. L'inspecteur a retiré son chapeau. La femme s'est mise à pleurer avant même qu'il ait fini de parler. Elle voulait désespérément voir son fils, craignant qu'il ait aussi été blessé. On a rassuré la jeune mère en lui expliquant que le garçon était maintenant sous protection et ne risquait rien. Amber était prête à aider l'enquête, mais n'avait aucune idée de qui aurait pu vouloir la mort de ses proches. Elle était assise sur le canapé, serrant dans ses mains une photo, le dernier cliché de famille pris à Noël. Pendant ce temps, la nouvelle de l'attaque contre la famille Myers s'est répandue dans la ville. Dans de tels endroits, les nouvelles circulent vite. À l'heure du déjeuner, tout le monde était au courant. Les médias ont largement couvert l'événement, mais sans déclaration fracassante. Les versions macabres ne manquaient pas.
Les voisins et les connaissances pensaient que le succès du couple en affaires pensait être la cause de la tragédie. L'immobilier et les voitures que Jack vendait et louait auraient pu provoquer l'attaque. Souvent, lors d'expulsions ou de saisies de biens pour dette, les gens se sentent lésés, même si c'est justifié. Cependant, la vérification de ces hypothèses n'a donné aucun résultat. Les inspecteurs ont interrogé tous les locataires, les alibis ont été vérifiés, personne n'avait de mobile sérieux. Après les reportages télévisés, une multitude de citoyens concernés ont contacté la police avec des informations désireux d'aider l'enquête. Mais les pistes se sont avérées difficiles à exploiter. Une seule a semblé intéressante. Une voisine des Myers, une femme âgée vivant 2 maisons plus loin, avait vu une camionnette inconnue dans leur quartier à 4h40 du matin le 27 mars. Sombre, peut-être bleue ou verte, elle n'avait pas pu bien voir dans la pénombre de l'aube. La camionnette roulait lentement, sans phare. Les gens étaient inquiets. Rien de tel ne s'était produit dans le secteur depuis des décennies. Le dernier crime grave enregistré ici datait des années 70, et il s'agissait d'un vol dans un magasin. Les experts de la police scientifique travaillaient sur les lieux. Leur camionnette blanche est restée près de la maison jusqu'au soir. Ils ont réussi à tracer la trajectoire des plombs, ce qui a permis de préciser la position des corps de Jack et Linda. Ils avaient bien été surpris dans leur sommeil. Au sous-sol, ils ont découvert des traces d'effraction, des égratignures sur le cadre de la fenêtre, un loquet forcé. Et tout indiquait un mobile personnel. De plus, il est devenu clair que le criminel connaissait bien les défunts. Il savait qu'on ne pouvait entrer dans la maison sans déclencher l'alarme qu'en passant par le sous-sol. Il n'y avait pas de capteur là-bas. Jack avait l'intention d'en installer, mais remettait toujours à plus tard. Il s'agissait clairement de quelqu'un du cercle proche des victimes. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée au ranch. Il semblait que le tueur portait des gants. En revanche, ils ont trouvé des empreintes de chaussures nettes, dans le sang séché sur le linoléum du couloir. De petite taille, environ 1,39. On n'excluait pas qu'un adolescent ou une femme de faible corpulence ait manié l'arme. L'un des experts a réalisé un moulage en plâtre, travaillant en silence, concentré. Lorsque les enquêteurs ont commencé leur travail dans la maison des Myers, la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné a été envisagée. Elle a été rapidement abandonnée, car des objets de valeur se trouvaient partout dans la maison. De l'argent liquide dans une enveloppe sur la commode, environ $300. Les bijoux de Linda dans une boîte sur la coiffeuse, les cartes bancaires dans le portefeuille de Jack. Pour Jack et Linda, c'était normal. Ils possédaient des biens, étaient aisés et géraient leurs affaires avec succès. Ils n'avaient pas de difficultés financières. Outre les objets de valeur intacts, les défunts n'ont eu aucune chance de se défendre, et encore moins de chasser un cambrioleur. La thèse a été définitivement écartée. Réalisant cela, les inspecteurs ont commencé à travailler sur la piste d'un double meurtre prémédité. Cela ressemblait à une attaque brutale et de sang-froid, manifestement motivée par des raisons personnelles. Il semblait incroyable qu'un parfait inconnu puisse simplement s'introduire chez quelqu'un tôt le matin et abattre des gens endormis sans raison apparente. Ce n'est même pas le comportement typique des maniaques et des tueurs en série. De plus, compte tenu de l'alarme désactivée, les enquêteurs se sont concentrés sur l'entourage proche des victimes pour chercher des suspects. Au cours de l'enquête, il a été établi que Jack avait 2 fils d'un premier mariage, Greg Myers, 25 ans, et Travis Myers, 28 ans. Ils avaient grandi avec Jack, Linda et sa fille, formant une grande famille. Un voisin du couple assassiné, un homme d'une 60aine d'années vivant dans la ferme d'en face, a raconté que les 2 fils avaient des relations tendues avec leur père. Il les avait vus se disputer sur le porche de la maison l'été précédent. Il semblait que n'importe lequel d'entre eux pouvait avoir un mobile. Cependant,
Tout le monde ne partageait pas cette version. Les deux jeunes hommes paraissaient aimables, positifs et entretenaient des liens chaleureux avec la famille. Au mariage de leur père et de Linda, le fils cadet était le témoin, debout à ses côtés, souriant sur toutes les photos. Tous deux étaient décrits comme polis et amicaux. Ils avaient passé la majeure partie de leur enfance dans cette même ferme avec leurs proches. Tous les voisins les connaissaient depuis leur plus jeune âge. Aucun des deux n'avait de casier judiciaire. De plus, ils étaient proches de leur père. Les jeunes hommes semblaient être des meurtriers très improbables. Mais Jack n'avait pas eu d'autres conflits évidents récemment, donc cette piste devait être examinée plus attentivement. Le voisin a informé la police que le fils cadet avait de graves difficultés financières. De plus, il avait vu Greg se disputer plusieurs fois avec sa belle-mère et son père. Il semble qu'il n'aimait pas cette femme, il évitait de lui parler, et Jack s'inquiétait de l'incapacité et des problèmes de son fils. La dernière fois que le voisin les avait entendus se disputer, c'était en février. Les mots lui parvenaient par la fenêtre ouverte. Les deux frères ont été convoqués pour un interrogatoire, séparément. Lorsque Greg est entré pour la première fois au poste de police, les inspecteurs ont remarqué qu'il avait l'air abattu, les épaules basses, le regard fixé au sol. Le jeune homme a attribué cela à la tragédie. Il s'est assis sur une chaise, a posé ses mains sur la table. Ses doigts tremblaient. Au cours de l'entretien, ils ont tenté de savoir où il se trouvait tôt le matin du crime. Il a déclaré qu'il avait dormi la nuit et était parti tôt le matin pour le travail, vers 4 heures. Cependant, le jeune homme est resté sûr de lui et n'a pas éveillé de forts soupçons. Il répondait clairement, sans hésiter. Le frère aîné semblait également bouleversé lors de son interrogatoire. Ses yeux étaient rouges, soit par manque de sommeil, soit parce qu'il avait pleuré. Il a fourni un alibi solide, affirmant avoir été au travail toute la nuit et toute la matinée, à environ 50 km de la ferme familiale. Poste de nuit à l'usine. Pour preuve, il a même montré sa feuille de temps, certifiée par le cachet de son supérieur, ce qui semblait convaincant et confirmait ses dires. Un indice important trouvé sur la scène de crime était les empreintes de chaussures. Les chaussures du frère aîné ont été immédiatement vérifiées. Il s'est avéré qu'il portait des chaussures 2 tailles au-dessus, du 41. Cette divergence a suffi à affaiblir les soupçons à son encontre. Il était coopératif, a exprimé son désir d'aider et voulait vraiment savoir qui avait attaqué ses parents. Il parlait calmement, sans nervosité. Travis a accepté calmement de passer un test au détecteur de mensonges, qu'il a réussi. Les capteurs n'ont enregistré aucune réaction. Il a également autorisé volontairement la police à perquisitionner sa maison. Ils sont venus le soir et y ont passé 3 heures. Rien de suspect n'a été trouvé à l'intérieur. Finalement, cette piste a semblé être une impasse. Néanmoins, le frère cadet n'a pas été écarté, bien que sa pointure ne corresponde pas non plus. Il portait du 43. Les policiers ont alors décidé de s'entretenir plus en détail avec Damon, 4 ans, qui avait enfin repris ses esprits. L'enfant s'était remis du choc. Il ne sursautait plus au bruit fort. Il voulait savoir ce qu'il avait vu et entendu cette nuit-là, et le matin où ses grands-parents ont été abattus. Selon Damon, il s'est réveillé tôt le matin du 27 mars 2003 à cause d'un bruit inhabituel. Pas un cri, pas un fracas, quelque chose de sourd, de lourd. Il a à peine ouvert les yeux et a regardé vers l'entrée de sa chambre. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer la lumière du couloir. À sa grande horreur, le garçon a vu une grande silhouette verte, grande, large. L'enfant a eu immédiatement peur et a décidé que s'il faisait semblant de dormir, le monstre partirait. Il a fermé les yeux très fort, a retenu sa respiration. Et c'est ce qu'il s'est passé. La silhouette est passée, des pas ont résonné en bas de l'escalier. Et il s'est rendormi. La psyché de l'enfant a agi comme un mécanisme de défense.
Le matin, Damon s'est réveillé de lui-même. Cela lui a tout de suite paru étrange. D'habitude, sa grand-mère le réveillait pour commencer à se préparer pour la maternelle. Elle entrait, ouvrait le rideau, l'embrassait sur le front. L'enfant s'est inquiété de pouvoir être en retard, a regardé l'horloge, une grande horloge avec Mickey Mouse sur le cadran, et a compris qu'il était déjà tard. D'habitude, il quittait la maison plus tôt. Il a appelé son grand-père et sa grand-mère par leur nom. Personne n'a répondu. Le silence était pesant. Alors, il a couru dans leur chambre, pieds nus sur le sol froid. Là, selon ses dires, il les a trouvés tous les deux, allongés sur le lit. Les corps et les draps étaient couverts de sang. En raison de son âge, le petit-fils ne comprenait pas que quelque chose de terrible s'était produit. Il a remarqué le sang, sombre, collant. C'est ce qu'il a appelé « fondre », ne comprenant pas qu'il s'agissait d'une hémorragie mortelle. Dans son esprit d'enfant, les gens ne meurent pas, ils disparaissent, se transforment en autre chose. Damon réalisait que quelque chose n'allait pas, alors il a décidé de prendre un mouchoir en papier dans la boîte sur la table de chevet et a essayé d'essuyer le sang de son grand-père. Mais il y en avait trop. Le mouchoir s'est détrempé, s'est déchiré. Il n'a fait que se tacher lui-même, ses mains, son t-shirt, son pantalon. Après cela, le garçon de 4 ans a compris qu'il avait besoin de l'aide d'adultes et a essayé d'appeler les secours. Sa grand-mère, son grand-père et sa mère lui avaient toujours appris à appeler le 911 si quelque chose de grave se produisait. Ils lui avaient montré plusieurs fois comment faire, composer 3 chiffres, attendre une réponse. Cela devait maintenant aider l'enfant. Cependant, lorsqu'il a composé le numéro fatidique sur le téléphone, un vieil appareil fixe dans la cuisine avec un long fil torsadé, il n'a entendu aucun son. Le silence régnait dans le combiné. Un silence de mort. Plus tard, au cours de l'enquête, on a découvert que les fils avaient été coupés, avec des pinces, proprement, à la base. L'enfant ne savait pas se servir du téléphone portable de ses grands-parents. Il était en charge dans la chambre, mais Damon ne savait pas comment le déverrouiller. Il a donc décidé d'aller chercher de l'aide au seul endroit où il connaissait bien tout le monde. Pour un enfant de 4 ans, c'était la maternelle. Damon est sorti de la maison et s'y est dirigé seul. Il devait parcourir environ 1 kilomètre, le long du bord de la route, longeant les champs. L'enfant n'y était jamais allé à pied, mais comme il y avait fait le trajet en voiture avec ses grands-parents presque tous les jours, il se souvenait de l'emplacement approximatif. D'abord tout droit, puis à droite au vieux chêne, encore un peu, et le bâtiment jaune de la maternelle. Une fois que Damon est arrivé et entré, il a immédiatement attiré l'attention des éducatrices par son apparition soudaine et solitaire et son air débraillé. L'une des femmes a poussé un cri. Le sang sur ses vêtements était encore humide par endroits. Le criminel venu tuer Jack et Linda voulait s'assurer qu'il n'aurait aucune chance de survivre ou d'appeler à l'aide. Il a tiré dans la tête, une mort quasi garantie. Le criminel a évité toute résistance, a coupé les fils du téléphone, mais n'a pas touché à l'enfant. Soit il ignorait son existence, soit il l'a épargné consciemment. Cette question est restée sans réponse. Dans le récit du garçon de 4 ans, les inspecteurs ont remarqué quelques incohérences. Lors de l'inspection de la ferme, ils ont trouvé une grande quantité de sang, y compris dans les couloirs et à l'entrée de la chambre de l'enfant. Des gouttes, des éclaboussures. La trajectoire indiquait que quelqu'un était passé devant la chambre de l'enfant après les tirs. Naturellement, en raison de son âge et de sa compréhension limitée de la situation, il n'a peut-être pas relaté les événements dans l'ordre, a pu oublier ou omettre quelque chose, mais c'était d'une importance capitale pour l'enquête. Les inspecteurs ont donc décidé de recréer une maquette de la ferme, une maison de poupées copie exacte, avec les meubles et les pièces. Ils ont utilisé des accessoires sous forme de poupées et de jouets qui permettraient de raviver chez Damon des souvenirs plus importants. Un psychologue pour enfants a travaillé avec lui pendant 2 jours.
L'enfant a participé volontiers à l'exercice et s'est lancé dans la reconstitution des événements, a précisé certaines circonstances et s'est mieux souvenu de la description du criminel qui était entré dans sa chambre. Il l'a décrit comme une grande silhouette en combinaison verte, une arme à la main, longue comme un bâton. Malheureusement, Damon n'a pas vu le visage et n'a pas pu le décrire. Il faisait trop sombre, la silhouette se tenait à contre-jour. Pendant ce temps, la recherche du principal suspect se poursuivait dans l'entourage proche du couple. Au cours de ces recherches, des dizaines de personnes ont été interrogées, dont les partenaires commerciaux de Jack et Linda, leurs employés, le cuisinier de la pizzeria, le mécanicien du garage, ainsi que des parents, des voisins et des amis. Les enquêteurs ont remarqué que le nom du fils cadet du défunt, issu de son premier mariage, Greg, qui avait déjà été considéré comme suspect, revenait trop souvent. 3 personnes différentes l'ont mentionné indépendamment les unes des autres. L'un des voisins a même raconté que Greg lui avait récemment demandé comment passant lors d'une conversation près de la clôture où il pouvait acheter une arme à feu. Cela paraissait suspect. On a rapidement découvert que Greg avait de graves problèmes financiers. À cause de cela, il avait même perdu sa maison, ne pouvant plus payer le loyer. Depuis 3 mois, il vivait chez sa petite amie. Le propriétaire préparait les documents d'expulsion de Greg après plusieurs mois de loyer impayé. Le dernier avis était arrivé en janvier. Greg avait tenté d'obtenir de l'aide de son père aisé, mais ses demandes avaient été froidement accueillies. Jack refusait. Selon l'entourage des Myers, cela n'était pas dû à l'avarice du père, mais à son désir d'inculquer à son fils l'indépendance et la responsabilité. Son fils de 25 ans était trop immature et incapable de gérer les tâches les plus simples de la vie d'adulte. Il n'arrivait pas à garder un emploi longtemps, 3 mois au maximum, puis quelque chose n'allait pas. Il dépensait facilement tout son argent, y compris en alcool et en substances illicites. Un jour, Jack avait trouvé de la marijuana chez lui et avait eu une discussion sérieuse avec lui. Jack ne voulait pas l'aider tant qu'il ne verrait pas en son fils un homme conscient qui se serait amendé et remis sur pied. Pour tout le monde, il était évident que Greg ne pourrait pas résoudre rapidement ses difficultés financières, alors que ses parents n'avaient aucun problème d'argent. Un mobile financier a été suspecté. Il pouvait paraître étrange que l'argent n'ait pas disparu de la maison du couple abattu, mais ce n'était pas l'objectif principal du tueur. Ce qui se trouvait dans la maison, il l'aurait de toute façon reçu en héritage de son père. Ce qui l'intéressait avant tout, c'était la maison elle-même, la ferme, le terrain, l'entreprise. Quoi qu'il en soit, pour lier le suspect au crime, il fallait plus de preuves. On a commencé à rechercher les objets disparus de la scène de crime. Le fusil de calibre 12, qui était l'arme du crime, était d'un intérêt particulier. Curieusement, la famille Myers n'avait jamais possédé d'armes de ce calibre. Jack avait une carabine de calibre 22 pour la chasse, mais elle était à sa place, intacte. La police s'est intéressée à Greg et a décidé d'évaluer la distance qu'il avait parcourue de son domicile à son travail ce jour fatidique. Ils ont pris une carte, tracé l'itinéraire. Il s'est avéré que la ferme de ses parents se trouvait exactement sur son chemin, à peine 3 minutes de détour de la route principale. Sa petite amie a confirmé qu'il avait quitté la maison vers 4 heures du matin. Elle s'était réveillée au claquement de la porte. Elle a regardé l'heure, 3h58. La chronologie reconstituée montrait que le jeune homme aurait très bien pu s'arrêter chez son père en chemin, l'abattre avec sa belle-mère et arriver à l'heure au travail. Sa feuille de temps indiquait qu'il avait pointé à 5h47. Mais il n'aurait clairement pas eu le temps de se rendre ailleurs pour se débarrasser des objets.
D'après sa feuille de temps, il n'aurait eu qu'une petite fenêtre de temps, 1 heure tout au plus, et il aurait pu utiliser un endroit situé sur son chemin. Il n'aurait pas pu s'écarter beaucoup de son itinéraire. Après environ 1 semaine d'analyse minutieuse de toutes les pistes possibles, les inspecteurs se sont intéressés à la rivière Steel Creek, située à environ 5 km de la ferme. Elle se trouvait juste sur le chemin que Greg aurait dû emprunter après avoir commis le double meurtre. Le pont sur la rivière était vieux, en bois, grinçant. Les eaux peu profondes de la rivière ne semblaient pas être un endroit idéal pour se débarrasser de preuves, car l'eau y était trop calme et peu profonde. Le courant était lent, le fond visible. Malgré cela, ils ont décidé de vérifier cette zone. Des plongeurs ont été déployés le matin. À la grande surprise des enquêteurs, un fusil de calibre 12 a été découvert dans les eaux peu profondes, juste sous une travée du pont. Il reposait au fond, partiellement recouvert de limon. L'expertise balistique ultérieure a confirmé que les plombs avaient très probablement été tirés par cette arme. Les micro-rayures sur les projectiles correspondaient. Il était difficile d'être plus précis, car les douilles n'ont pas été retrouvées. Le criminel les avait emportées de la scène de crime. Il les avait ramassées soigneusement, n'en manquant aucune. De plus, le numéro de série sur la surface métallique avait été effacé, ce qui a causé des difficultés supplémentaires, car il était plus compliqué d'identifier le propriétaire. Le numéro avait été limé, profondément. Cependant, il n'a pas fallu d'efforts incroyables pour le restaurer. Les experts ont utilisé une gravure à l'acide, une méthode qui révèle les traces profondes des chiffres frappés. Les données ont été restaurées en 2 jours, et la vérification dans la base de données a permis de retrouver l'ancien propriétaire du fusil. Il s'est avéré que le fusil avait été vendu par son ancien propriétaire quelques jours seulement avant la tragédie de la famille Myers, le 23 mars, 4 jours avant le meurtre. Les policiers se sont rendus à la maison où vivait le couple qui possédait l'arme auparavant. Un petit cottage en périphérie avec une véranda. La femme qui avait réalisé la transaction a déclaré sans hésiter qu'elle savait qui l'avait acheté. Elle avait même noté son nom et ses coordonnées sur une feuille de bloc-notes, une vieille habitude de tout consigner. Lorsqu'elle l'a montré aux policiers, il y était indiqué « Greg Myers », qui était justement le principal suspect dans cette affaire. L'adresse, le numéro de téléphone, tout correspondait. De plus, il possédait exactement la même camionnette que celle vue par la voisine à l'heure approximative du meurtre. Un Dodge Ram bleu foncé de 1996. La voisine ne s'était pas trompée. Dans la pénombre matinale, le bleu pouvait en effet paraître vert. Malgré une préparation minutieuse, le jeune homme avait négligé certains détails qui le liaient désormais au double meurtre. Les soupçons les plus inquiétants se confirmaient. L'homme qui avait abattu Jack et Linda pouvait bien être le fils de la victime masculine. Tout cela a été un nouveau choc pour tous les Myers. Comprendre comment ce double meurtre aurait pu profiter à Greg n'a pas été difficile. Son père avait une police d'assurance de 250 000 $, dont son fils était le bénéficiaire. En cas de décès de Jack et Linda, il pouvait hériter de la ferme, de l'entreprise et de tous les biens, résolvant ainsi automatiquement tous ses problèmes financiers. Cela donnait au principal suspect un mobile solide et à la police une raison pour une nouvelle rencontre dans la salle d'interrogatoire. Cette fois, les inspecteurs ont été plus directs. Pas de détour. Ce qui les intéressait avant tout, c'était le testament, l'héritage et les problèmes financiers du jeune homme. Greg a nié sa culpabilité, regardant droit devant lui, sans ciller, la voix égale. Et à ce moment-là, les enquêteurs ne disposaient que de preuves circonstancielles. Comme ils voulaient l'inculper de meurtre au premier degré, il fallait quelque chose de plus substantiel ou des aveux. Sans preuve directe, il serait difficile de prouver sa culpabilité au tribunal. Le tueur présumé a été de nouveau relâché. Il est sorti du poste, est monté dans sa camionnette et est parti.
Les inspecteurs sont ensuite retournés à l'endroit même où le fusil avait été découvert et ont décidé cette fois d'inspecter plus minutieusement les environs, dans l'espoir qu'en plus de l'arme à feu, le criminel s'y soit également débarrassé d'autres preuves. Ils ont ratissé la rive, les fourrés, chaque buisson. À environ 1 kilomètre en aval, un grand sac a été trouvé dans les buissons. Un sac poubelle noir, noué. Il était bien serré, suspendu à une branche de saule, partiellement immergé dans l'eau. À l'intérieur se trouvaient divers objets. Lorsqu'ils les ont sortis, les policiers ont tout de suite compris qu'ils étaient liés au double meurtre. D'abord parce qu'à l'intérieur se trouvait une combinaison verte, une combinaison de travail en tissu épais correspondant à la description de Damon. Elle portait des taches sombres de sang séché. Dans le sac, ils ont trouvé 2 douilles de calibre 12 en laiton. L'expertise balistique ultérieure a confirmé qu'elles avaient toutes été tirées par le fusil trouvé dans la rivière. La correspondance était absolue. De plus, à l'intérieur se trouvaient des chaussures 2 tailles plus petites que celles de Greg, du 39, de vieilles baskets Nike. C'étaient les chaussures qui avaient laissé les empreintes sur la scène de crime. La semelle correspondait parfaitement, chaque rainure, chaque usure. L'indice le plus précieux était une paire de gants en latex, des gants médicaux, fins, bleuâtres. Aucune trace n'a pu trouver sur leur surface extérieure, mais les experts ont commencé à examiner la surface intérieure. Ils ont travaillé au microscope millimètre par millimètre. Sur l'index de la main droite, ils ont trouvé quelque chose de curieux, une trace ressemblant à une empreinte digitale partielle, incomplète mais suffisante pour une identification. L'expertise dactyloscopique a confirmé que cette trace appartenait à Greg Myers. Une correspondance sur 12 points, plus que suffisant pour un tribunal. Ainsi, la police a réussi à relier tous les éléments découverts. Il tenait maintenant le véritable assassin. Sur la base des données recueillies, il a été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré et arrêté. Greg a été arrêté tôt le matin, au domicile de sa petite amie. Il n'a pas résisté, restant silencieux tout le trajet jusqu'au poste. Le procès pour l'affaire de Jack et Linda a été fixé en avril 2004. Une année a été nécessaire pour préparer le procès. Malgré les preuves irréfutables, Greg ne reconnaissait toujours pas sa culpabilité. Il regardait le mur, répondait par monosyllabes. On n'a jamais réussi à le faire craquer, malgré les longs interrogatoires et toutes les ruses des inspecteurs. Cependant, le procureur était confiant dans sa victoire. Le dossier était solide. Les audiences ont commencé. La salle d'audience était remplie de membres des familles de Jack et Linda, parents, amis, voisins. Certains ne voulaient toujours pas croire ce qui s'était passé, se souvenant de Greg comme de la personne qui se joignait aux autres à la table familiale. Il semblait être un fils aimant pour son père et un homme respectable. Maintenant, il les avait tous réunis au tribunal. Tout le monde a remarqué que l'accusé ne montrait pas le moindre remords. Il était assis avec un visage de pierre. Les proches, en particulier Amber, tentaient de croiser son regard. Elle le fixait, mais il n'a jamais regardé aucune des personnes présentes. Même pendant la lecture des chefs d'accusation, il regardait le sol. L'avocat a tenté de réfuter les affirmations de l'accusation, invoquant le caractère circonstanciel de la plupart des preuves et la différence de pointure. Il a basé sa défense sur le fait que Greg ne pouvait physiquement pas porter des chaussures de taille 39. Cependant, l'argumentaire de l'accusation était trop solide. Même en écartant toutes les preuves circonstancielles, il restait des indices irréfutables. Le procureur a souligné à quel point le criminel avait méticuleusement préparé le meurtre, utilisant même des chaussures 2 tailles plus petites, en bourrant les chaussettes pour qu'elles tiennent. Cependant, il n'a pas réussi à détourner complètement les soupçons.
De nombreux témoins avaient vu la situation précaire de Greg, ses désaccords avec son père et sa belle-mère. 7 personnes ont témoigné. Et les résultats des expertises ont confirmé ces soupçons. La version cohérente de l'accusation a permis de convaincre les jurés. Le 27 avril 2004, il ne leur a fallu que quelques heures pour déclarer Greg Myers coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. 3 heures et 40 minutes de délibération. Le tribunal a condamné le criminel à 2 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le verdict a été lu, le silence régnait dans la salle. Curieusement, même après cela, certains membres de la famille Myers refusaient de croire qu'il ait pu commettre un tel acte. Ils pensaient que quelqu'un l'avait piégé, que les preuves étaient trop commodes, trouvées trop rapidement. Greg est toujours derrière les barreaux. Son avocat a fait plusieurs appels, mais tous ont été rejetés. Le dernier date de 2012. Bien que l'histoire de Greg Myers en liberté soit terminée, les cauchemars de Damon ont continué. Selon ses proches, pendant de nombreuses années, le garçon a souffert de cauchemars liés au monstre vert. Il se réveillait en hurlant, trempé de sueur. Ce n'est que lorsque l'enfant a grandi, vers l'âge de 14 ans, qu'ils ont cessé. Avec l'âge, il a pris conscience de l'injustice de l'acte de Greg. Il a compris que le monstre était une personne réelle. Le garçon s'est souvenu de Jack et Linda comme de grands-parents aimants qui ne méritaient en rien un tel sort. Il gardait leurs photos, la vieille casquette de baseball de son grand-père, le livre de cuisine de sa grand-mère. Lorsque le tumulte autour du double meurtre s'est calmé, Damon a pu retrouver sa mère. Comme Amber l'avait prévu avant la tragédie, son fils a emménagé avec elle et a commencé à fréquenter une nouvelle maternelle. Une autre ville, d'autres gens. Progressivement, ils se sont tous reconstruits. Amber a terminé ses études universitaires et a trouvé un bon travail. Plus tard, dans des interviews, Damon, devenu adulte, a déclaré à plusieurs reprises qu'il se sentait le devoir de devenir le prolongement de ses grands-parents, qui avaient investi leur force en lui. Il voulait devenir un homme respectable et la fierté de sa famille, justifier leur confiance. Damon a grandi, travaille comme peintre en bâtiment et a déménagé dans une ville voisine où il a commencé une nouvelle vie. Il a maintenant sa propre famille. La ferme a été vendue. Personne ne voulait y vivre après tout ce qui s'était passé. Elle est restée vide pendant 2 ans, puis un acheteur d'un autre État s'est manifesté.